Bonjour, Emmanuelle Delrieux, je suis psychologue, éco-psychologue et écoféministe. Aujourd'hui, je vais vous parler du lien entre le burn-out de la Terre et des humains. Cela fait suite à une vidéo qui a décrit les symptômes du burn-out. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 étapes de guérison. Je vais vous présenter les 5 étapes de guérison et plus précisément la première. Puis, il y aura 4 autres vidéos pour parler de chacune de ces étapes pour en comprendre la dynamique intérieure. Alors, ces 5 étapes de guérison et transformation du burn-out, elles ne sont pas arrivées n'importe comment. Cela fait suite à 15 ans d'accompagnement de personnes en burn-out et de recherches que j'ai menées ces 6 dernières années sur le burn-out et ce fameux burn-out éco-psycho-socio-systémique que j'ai traité lors de la première vidéo. Je me suis rendu compte que mes patients, lorsqu'ils étaient en burn-out, étaient tellement épuisés, cognitivement, émotionnellement, qu'il était difficile pour elles et pour eux de se rendre compte de où ils en étaient dans leur chemin de guérison. Et il y a des étapes qui sont exactement les mêmes chez tous mes patients, mais différentes bien sûr, selon les personnes, selon, comme on va le voir, nos résistances au changement, selon aussi notre âge. Et ces 5 étapes de guérison et transformation, elles sont là pour nous amener à un processus de transformation. Le burn-out, c'est vraiment le corps qui dit stop, qui dit je suis au bout de souffle d'un système, d'une manière de fonctionner avec moi-même, dans ma manière de consommer l'énergie, dans ma relation au monde, dans ma relation à la vie. Et donc, il n'y a pas le choix que de se transformer. Le burn-out, c'est donc un processus sur un temps long. Ça ne se soigne pas en 3 semaines ou en 2 mois. En fait, il y a du temps. Et il y a du temps entre les étapes, comme nous le verrons ensemble. Ces étapes sont également dynamiques. C'est-à-dire, elles ne sont pas statiques. Elles répondent à des dynamiques intérieures, à des enjeux, à des processus et des mécanismes qui se mettent en place dans chacune de ces étapes pour nous amener à guérir et pour nous amener dans ce chemin de transformation. Et bien sûr, c'est une dynamique non linéaire, dans le sens où on n'est pas obligé de passer d'une étape à une autre, on peut aussi régresser, c'est-à-dire revenir à l'étape d'avant, ou on peut également stagner dans une étape. Enfin, connaître ces étapes, c'est vraiment important parce que ça permet de se rassurer et d'identifier vraiment les enjeux dans chaque étape, et ça permet de ne pas confondre non plus récupération d'énergie avec fin de guérison. Alors, quelles sont ces étapes ? Il y en a 5. La toute première, c'est vraiment un moment où on va dresser l'état des lieux, des causes de nos maux, en établissant un lien entre son écologie intérieure et extérieure. C'est important de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé à s'épuiser. La deuxième étape est un moment assez charnière, c'est un moment où souvent les personnes vont être en résistance dans l'acceptation de ce burn-out, et tout ce temps de résistance peut prendre des fois 1 semaine, comme peut prendre des fois 6 mois, en fonction de notre capacité à intégrer cette réalité d'épuisement intérieur. En tout cas, cette étape 2, elle est vraiment essentielle, et elle est le moment où, vers la fin de l'étape 2, on prend conscience des souffrances qui se sont générées en soi, ce qui nous amène à l'étape 3, celle de la régénération de son lien au vivant en soi et de son lien au vivant à l'extérieur de soi. Cette étape 3 est un temps assez long, c'est un temps où on va venir en profondeur travailler nos traumatismes, travailler des changements de comportement et aussi des changements de paradigme, c'est-à-dire des changements de croyances. L'étape 4, c'est le moment où, après avoir fait tout ce travail de régénération, de mise en place de techniques, d'outils, on va retrouver de l'énergie. Retrouver de l'énergie, à ce moment-là, souvent les personnes repartent comme avant. Et c'est le moment où elles vont repartir à l'étape 2 parce que le corps va dire non, il est hors de question que je continue à te donner de l'énergie pour faire ce que tu faisais comme avant. Donc tu n'as pas bien compris la leçon, tu repars à l'étape 2 et tu vas refaire un travail à l'intérieur de toi. Ou au contraire, à l'étape 4, eh bien, vous avez ce regain d'énergie et vous le mettez au service de cette transformation, à continuer à apprendre et à continuer à prendre soin de cette énergie. Vers l'étape 4, il y a beaucoup de mobilisation d'enjeux très particuliers, comme nous verrons dans la vidéo consacrée à l'étape 4.
Enfin, l'étape 5, c'est celle où on retourne dans le monde, on va agir pour changer de monde, on va prendre soin du lien aux autres et à la terre. Donc ces 5 étapes, heu, elles ont toutes une dynamique propre et interne et ce que je vous propose aujourd'hui, ça va être d'observer l'étape 1, celle de dresser l'état des lieux, des causes, de nos maux, en établissant un lien entre son écologie intérieure et l'écologie extérieure. Alors, lorsqu'on fait un burn-out, vous vous souvenez, on l'avait vu, lors de la vidéo sur les symptômes du burn-out, c'est vraiment le corps qui dit stop, le corps qui est en épuisement, complet parce qu'on maltraite nos ressources intérieures. Tout l'objectif, ça va être de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'on en est là? Qu'est-ce qui fait qu'on s'est épuisé? Les causes sont vraiment relatives à chaque individu, à chaque personne. Ça peut être le fait de ne pas savoir dire non et de ne pas savoir poser ses limites. C'est le fait peut-être d'avoir peur, de la mort et du coup de s'activer dans tous les sens pour lutter contre cette peur. Ça peut être la peur du jugement ou la peur du manque ou de l'exclusion sociale qui nous amène à créer aussi un personnage qui, au bout du compte, va nous épuiser. C'est peut-être aussi, dans cette société patriarcale, le fait qu'on nous ait attribué un genre, ou une couleur de peau ou notre classe sociale sur laquelle va s'exercer des dominations et une exploitation qui en vient également à nous épuiser. Peut-être que c'est également le fait d'avoir besoin de reconnaissance ou des failles narcissiques qui nous poussent à toujours donner plus, à avoir ce besoin de se mettre en avant, à fournir beaucoup d'énergie pour, recevoir cette, reconnaissance qui manque. C'est également du stress, un stress comme on l'a vu, dans la précédente vidéo qui peut être généralisé, le fait qu'on ne mette aucun temps de récupération dans sa vie, qu'on ait aussi peut-être une perte, d'empathie, de connexion à sa sensibilité, où notre corps, en arrive à s'essouffler, de ne plus, entendre ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Parce qu'en tout cas, ce que, notre sensibilité essaye de nous dire. Peut-être que c'est le sacrifice de soi et peut-être aussi que ce sont des traumatismes non résolus, qui demandent à recevoir de la guérison. Hem, Toutes ces causes, ce qui est important et il y en a encore d'autres, hein, puisque cette liste elle est non exhaustive, toutes ces causes, ce qui est important, de comprendre, c'est qu'il va falloir les réfléchir au regard de 4 racines. Alors, je vous propose cette image de l'arbre causal parce que d'une même cause, on se rend compte qu'on ne va pas la traiter de la même manière, selon le type de racine auquel elle appartient. Donc il y a 4 grosses racines causales. On va avoir la racine comportementale, c'est-à-dire nos comportements se sont, fondés sur ces croyances. Donc par exemple, la croyance, de d'avoir des ressources inépuisables et illimitées à l'intérieur de soi, va générer des comportements où on va toujours produire plus, on va se mettre en situation, constante de production et d'énergie à l'extérieur. On va avoir la racine structurelle. La racine structurelle, c'est tout ce qui concerne notre structure, c'est-à-dire ce que l'on ne peut pas changer, ce qui fait qu'on est comme ça. Donc ça peut être par exemple le fait, de vous rendre compte que vous avez un trouble de l'attention, que vous avez un trouble anxio-dépressif, que, vous avez une hypersensibilité et ou une hyperempathie et ou une hyperémotivité et ou un fonctionnement de haut potentiel intellectuel. Bref, heu, tout ce qui structurellement fait que vous fonctionnez comme ça et qui peut aussi parfois, de par cette structure, expliquer pourquoi, vous en êtes venu à vous épuiser. On va aller explorer également la racine systémique. Dans la racine systémique, ça va être le système familial, mais aussi le système socio-culturel dans lequel on vit. En effet, le fait, par exemple, de ne pas savoir dire non et de pas poser ses limites, eh bien, dans le cadre des racines systémiques, c'est peut-être parce qu'au sein de notre famille, on nous a appris à toujours tout donner et à être dans ce sens du service de l'autre. Mais peut-être qu'aussi sur le plan de, la racine systémique socio-culturelle, eh bien, dans la racine structurelle, vous êtes une femme et en lien avec cette racine systémique socio-culturelle, dans notre société patriarcale, eh bien, on a genré des fonctions et on a dit que, une fille, eh bien, c'était sensible, émotive et surtout ça prend soin.
donc ça ne sait pas dire non, ça pose pas ses limites parce que ce n'est pas bien. Et on a grandi avec cette image-là de soi qu'on a cultivée, au point qu'on en arrive à s'épuiser. Et on va également aller explorer la dernière racine, qui est la racine traumatique, c'est-à-dire celle de nos traumas individuels, mais également des traumas collectifs qu'on a eu dans nos vies et auxquels on est dépositaire. Par exemple, toujours dans cet exemple de ne pas savoir dire non et de ne pas savoir poser ses limites, eh bien, peut-être que ça résulte aussi de traumatismes, puisque s'il y a eu des abus dans l'enfance, des abus sexuels ou des formes d'harcèlement, eh bien, on n'a pas respecté nos limites corporelles. Et finalement, on peut avoir une tendance aussi dans sa vie à ne pas savoir dire non, à ne pas savoir poser nos limites parce que cela vient en résonance avec un trauma non résolu. Donc, explorer ces 4 racines, c'est important dans ce moment d'état des lieux du burn-out, puisque c'est ce qui va vous donner une forme de guidance pour savoir qu'est-ce que vous avez à travailler et ne pas vous perdre dans ce travail intérieur de transformation. Puisque si vous allez explorer les racines traumatiques, mais que derrière vous n'allez pas réfléchir, par exemple les racines systémiques, eh bien vous allez perdre de la matière de travail et surtout, eh bien vous risquez de recommencer à refaire un burn-out pour aller explorer enfin cette racine systémique. Donc, il est vraiment important de poser cet état des lieux avec bien sûr un thérapeute ou plusieurs thérapeutes qui seront à même, ou des tuteurs et des tutrices de résilience, comme le dit Boris Cyrulnik, c'est-à-dire des personnes, vraiment des vrais alliés, qui vous accompagnent à ce moment-là pour comprendre en profondeur qu'est-ce qui nous amène à cet épuisement. Alors, je vais vous donner 2 exemples de paradigmes sociaux qui nous amènent à l'épuisement et qui amènent aussi la Terre à être épuisée. On va prendre un des exemples qui va être le dualisme et le réductionnisme de Descartes, qui signifie en fait l'emphase de 2 réductionnismes simultanés, c'est-à-dire que 1, tout est machine, 2, tout ce qui n'est pas machine est âme. Ce dualisme a conduit à cette fameuse phrase de Descartes qu'on connaît tous, « Je pense, donc je suis ». Cette phrase, qui paraît anodine, est pourtant au cœur d'un gros problème d'épuisement et de fonctionnement à l'intérieur de nous en Occident. Ce « je pense donc je suis », il est au cœur même de notre construction identitaire, où on en vient à une forme de fusion cognitive. Donc une fusion cognitive, ça veut dire qu'on fusionne avec nos pensées et qu'on a l'impression que nos pensées, c'est nous. Et tout ce qui n'est pas pensé n'est pas soi. Et donc, on va complètement s'identifier en Occident, depuis l'enfance, à nos pensées et à notre cerveau. Comme si ce cerveau était un peu un administrateur central, celui qui orchestre, celui qui contrôle tout le reste, à savoir le corps. Et cette fameuse dissociation corps-esprit a des conséquences. La conséquence, c'est qu'on va mettre en avant la rationalité, le monde de la pensée, qui va venir contrôler tout le reste des autres fonctions corporelles, qui va venir contrôler le ressenti corporel, qui va venir contrôler les messages émotionnels, qui va venir aussi contrôler notre reliance au vivant, qui va venir contrôler aussi notre sensibilité, notre créativité. De sorte qu'on va se construire intérieurement avec une forme de relation hiérarchique et dominante à l'intérieur de soi entre notre pensée qui va être vraiment dans une suprématie et qui va appuyer, exercer des dominations contrôlantes sur tout le reste des fonctions de notre être. Et ça, c'est assez impressionnant lorsque moi je demande à mes patients, dessinez-moi un petit bonhomme ou une petite bonne femme, et là dites-moi où est-ce que vous vivez dans votre corps. Et bien, vraiment, les 3/4 des personnes me disent, je vis là, dans ma tête. Et ces personnes conçoivent le corps comme une sorte de machine, comme une sorte de chose qui doit servir à faire tout ce que le mental, tout ce que le petit moi a décidé de faire. Et donc forcément, on reproduit des schémas de domination, des schémas d'épuisement à l'intérieur de soi. Ce schéma-là de la dissociation corps-esprit, elle est également
une des racines causales de l'épuisement de la Terre, puisque en exerçant ce système hiérarchique à l'intérieur de soi, en ayant l'impression que notre corps n'est qu'une machine qui doit répondre aux ordres d'un mental qui est jamais satisfait, qui est jamais insatiable et qui veut toujours plus, eh bien on fait la même chose avec la terre et avec les vivants, où on va concevoir les animaux comme simplement des choses qui servent à, on va concevoir les ressources de la terre comme simplement une ressource qui sert à, sans jamais lui imputer une émotion, un ressenti, une sensibilité ou une reliance. Donc cette dissociation corps-esprit, elle va être vraiment au cœur de nos épuisements. Donc là, comme on vient de le voir, cette dissociation, elle est un héritage d'une racine systémique, socio-culturelle, en Occident, et elle peut aussi également résonner avec des racines traumatiques, puisque la dissociation, c'est un mécanisme de défense qui se met en place lorsque l'on vit, lorsqu'on subit un traumatisme. Ce mécanisme de défense se met en place parce que ce qui est vécu est tellement intrusé qu'en fait on ne pourrait pas continuer à vivre, ou qu'à ce moment-là on n'a pas les ressources suffisantes pour y faire face, donc on va se dissocier. Et ce mécanisme de défense va rester dans notre construction identitaire et dans notre manière d'être au monde. Et parfois, il arrive que quand on va faire un burn-out, qu'on est complètement épuisé, ce mécanisme de défense s'étiole et va réapparaître à l'intérieur de nous ce qu'on appelle des resurgences traumatiques. Donc c'est l'occasion de pouvoir les travailler et les guérir. Le deuxième et dernier exemple de paradigmes sociaux qui nous amènent à l'épuisement, ça va être par exemple le temps linéaire et productiviste. On vit dans une société où on doit travailler plus pour gagner plus, où le temps travail, le temps social, le temps famille, le temps du couple, le temps associatif est sursollicité. Et ça laisse très très peu de temps au temps pour soi. Là, je vous invite à un petit exercice que je fais faire à tous mes patients. Vous dessinez un cercle, un petit camembert, et puis dans ce camembert, vous allez me représenter ces différents temps dont je vous parle. Le temps travail, le temps social, le temps famille, le temps du couple, le temps associatif et le temps pour soi. À main levée, comme ça. Et il est possible que le temps pour soi soit vraiment minime. Si vous observez ça, c'est que ça ne va pas du tout dans votre manière de gérer en fait le temps, et que le burn-out est là pour dire il va falloir revisiter complètement ton rapport au temps. En fait, ce temps linéaire et productiviste de nos sociétés engendre des systèmes nerveux qui sont sursollicités. Et un système nerveux qui est sursollicité va générer des pathologies, comme du stress généralisé, comme du trouble anxieux-dépressif. Avec la surcharge mentale et nerveuse, c'est cet épuisement des ressources qui se fait. En plus, on peut observer vraiment des inégalités de surcharge mentale et nerveuse dans notre société, entre bien sûr les femmes, les hommes, en fonction de la classe sociale ou aussi en fonction des personnes racisées. Et tout ça amène également à une perte de conscience de ses besoins et une perte de conscience de soi, c'est-à-dire une perte de conscience des messages que notre corps nous envoie pour nous dire là ça va plus. Vous vous souvenez, lors de la première vidéo, on parlait des fameux 3 signes, la plume, la pierre et le camion. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre société occidentale, c'est vraiment le temps de la régénération qui est la grande oubliée. En fait, Chronos a pris ce temps, il l'a jeté aux oubliettes, de sorte que on ne prend plus de temps pour régénérer nos systèmes nerveux. Or, qu'est-ce qui se passe quand on est stimulé ? En fait, on va avoir 3 temps. On a un stimuli qui arrive et notre corps va générer des hormones telles que l'adrénaline pour pouvoir répondre à ce stimuli. Le deuxième temps, ça va être la réponse. Et là, on fournit énormément d'énergie pour pouvoir répondre à ce stimuli de manière adaptée. Et normalement, il y a un 3e temps, qui est le temps de régénération. C'est-à-dire ce moment où on va venir récupérer l'énergie qui a été dépensée pour pouvoir répondre à ce stimuli. L'histoire, c'est que dans notre société, comme ce temps n'existe pas, on ne fait que répondre à des stimuli constamment, sans jamais régénérer l'énergie qui a été dépensée. Or, on est peut-être les seuls animaux à faire ça sur Terre. Si vous observez votre chat dans votre quotidien, si vous en avez un, ou votre chien, lorsque le chat va venir dépenser l'énergie pour, par exemple, chasser une souris ou un oiseau,
eh bien, il va même dormir parfois sur sa souris avant de la manger parce qu'il a dépensé trop d'énergie et qu'il va venir récupérer l'énergie dépensée. Donc nous, on a oublié ça. Et ce qui va être important dans le burn-out, ça va être d'observer dans quelle mesure vous avez oublié ces temps de régénération et comment vous allez devoir les réintroduire dans votre vie. Alors en résumé de cette étape 1, on a compris, l'objectif c'est de faire l'état des lieux des causes qui ont généré cet épuisement. C'est un vrai jeu d'enquête où les apparences sont parfois trompeuses. C'est pourquoi il est important d'aller les inspecter avec ces 4 racines causales pour comprendre qu'est-ce qu'il va y avoir à travailler, s'entourer de bons thérapeutes pour travailler votre burn-out et également s'engager dans ce processus de guérison. Dresser l'état des lieux, c'est un moment, c'est une étape. Ça va pas être suffisant, c'est ce qui va nous engager dans le processus de l'étape 2, c'est-à-dire de la confrontation au changement vers l'acceptation des souffrances vécues. Donc c'est le moment de la résistance à l'acceptation. Et ça, nous le verrons dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.